messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme L'Égypte à la une. Et commençons l'édition d'aujourd'hui, du lundi 18 avril 2022, avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu samedi dernier une délégation du Congrès américain présidée par le sénateur Richard Shelby. Le chef de la diplomatie, le chef de l'État a affirmé l'attachement de l'Égypte à maintenir un contact permanent avec le Congrès américain pour coordonner leurs positions sur les dossiers d'intérêt commun. Le président El-Sisi a souligné que l'Égypte était soucieuse de consolider ses rapports avec Washington sur la base du respect mutuel et des intérêts communs, notamment à la lumière des défis croissants qui se profile dans la région. Pour sa part, la délégation américaine a fait état du grand intérêt accordé par les États-Unis à leur rapport avec l'Égypte, valorisant le niveau atteint à cet égard selon le porte-parole de la présidence Bassem Razi. L'Égypte est le pilier de la sécurité et de la stabilité au Moyen-Orient et dans le monde arabe et est un partenaire axial des États-Unis dans la région, ont souligné les congressistes, louant le rôle influent de l'Égypte sous le président El-Sisi dans l'instauration de la sécurité et de la stabilité après sa réussite dans la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme et la diffusion des valeurs de la liberté de culte en concomitance avec la réalisation du développement global. L'entretien a porté sur le renforcement des relations bilatérales dans de nombreux domaines, notamment sur les plans politiques, militaires et économiques. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a effectué samedi une tournée d'inspection au Grand Musée égyptien pour suivre l'état d'avancement des travaux sur le site et dans la région environnante. M. Madbouli a souligné que l'État tenait à achever rapidement cet édifice géant qui comprend les trésors de la civilisation égyptienne, ajoutant que le monde entier et les Égyptiens attendent son ouverture imminente pour devenir un sanctuaire attrayant sur la carte du tourisme mondial afin de découvrir les secrets de la civilisation égyptienne. Dans le désert non loin du Caire, le Grand Musée égyptien voit le jour. C'est le plus grand musée du monde avec 490 000 mètres carrés. Il a la taille d'un grand terminal d'aéroport. Le ministère égyptien des Antiquités et du Tourisme a lui appelé la 4e pyramide. Dalia Karam nous donne plus de détails sur ce grand musée. Dans le désert, non loin du Caire, le Grand Musée égyptien voit le jour. C'est le plus grand musée du monde. Cette imposante construction arbitera plus de 100 000 pièces d'égyptologie, dont 3 500 répliques du célèbre enfant pharaon Toutankhamon. Tout dans ce projet dépasse les mesures. Le gigantisme des proportions d'abord. Chaque jour, 5 000 ouvriers échafaudent ce bâtiment destiné à abriter 100 000 œuvres qui s'étend sur 133 000 mètres carrés et qui est posé dans un espace de 470 000 mètres carrés, incluant des jardins et expositions de sculptures à air libre, tels que le jardin de la vallée du Nil et le jardin du Temple. Le financement drainé ensuite. Depuis les débuts, la somme a été multipliée par 2, passant de 500 millions de dollars à plus de milliards. Comme pilier essentiel de cette levée de fonds, une exposition mondiale autour d'un trésor unique, le mobilier funéraire de Toutankhamon qui sillonne le globe entre Los Angeles, Paris, Londres et Sydney. Le musée se démarque aussi par l'unicité de son style architectural. C'est un architecte japonais aussi, à l'issue d'un concours organisé par l'UNESCO, qui a dessiné ce monument d'acier et d'albâtre dont la façade angulée évoque les pyramides. Dans l'immense hall d'entrée, les futurs visiteurs sont accueillis par une statue colossale du pharaon Ramsès II, haute de 11 mètres et lourde de 83 tonnes, déplacée depuis l'actuel musée du Caire dans une procession solennelle digne d'un chef d'État. Non loin du hall, un immense escalier de pierre d'une hauteur de 12 étages et bordé par 96 sculptures mène les visiteurs aux 7000 mètres carrés de pièces dédiées aux objets provenant de la tombe de Toutankhamon.
Certains sont déjà sur place, non dans les vitrines, mais dans des laboratoires de restauration à la pointe de la technologie, reliés au nouveau musée par une passerelle souterraine. La plupart des objets sont transférés depuis le vieux musée égyptien du Caire construit en 1902. La collection du Grand Musée égyptien sera complétée juste avant son ouverture au public par l'installation des objets de Toutankhamon à le retour d'Australie. Le Grand Musée égyptien représente un enjeu économique majeur pour l'Égypte. Son but, contribuer à une relance massive du tourisme égyptien et international drastiquement diminué depuis 2011. Selon les prévisions officielles, le nouveau musée pourrait attirer jusqu'à 5 millions de curieux par an. Le ministre des Affaires étrangères, Samar Shoukry, est arrivé hier dimanche à Madrid pour une visite officielle en réponse à l'invitation de son homologue espagnol, José Manuel Alvarez. Les deux parties devraient examiner la coopération bilatérale dans les différents domaines. M. Shoukry sera reçu par le roi d'Espagne avant de rencontrer la ministre de la Transition écologique et troisième vice-présidente du gouvernement. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du ministère, Ahmad Hafez. Le porte-parole a ajouté que cette visite s'inscrivait dans le cadre de l'évolution que connaissaient les relations entre l'Égypte et l'Espagne, du suivi des résultats de la visite du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez au Caire en décembre dernier, et des efforts visant à accroître la coopération économique. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a rencontré mercredi le ministre des Affaires étrangères Samar Shoukry en visite à Washington pour marquer le centenaire des relations diplomatiques entre les deux pays. Il y a beaucoup de choses dans notre histoire commune, a déclaré le secrétaire d'État américain Anthony Blinken lors d'une conférence de presse commune avec le ministre des Affaires étrangères Samar Shoukry. Les deux hommes ont passé en revue divers aspects des relations bilatérales et stratégiques. Ils ont discuté d'un certain nombre de questions internationales et régionales. Ils ont affirmé l'importance de poursuivre les consultations et la coordination, a indiqué le ministère égyptien des Affaires étrangères. Anthony Blinken a précisé qu'il s'était entretenu avec M. Shoukry quelques semaines auparavant dans la région du Negev en Israël, lors d'une réunion avec leurs homologues d'Israël, des Émirats arabes unis, de Bahreïn et du Maroc. Samar Shoukry a souligné que le partenariat stratégique qui existe entre l'Égypte et les États-Unis depuis plus de 4 décennies a été mutuellement bénéfique et qu'il croyait qu'il y avait encore énormément de travail à faire pour les deux pays afin de renforcer davantage cette relation et également pour faire face aux différents défis qu'ils croyaient qu'ils ne pouvaient relever qu'en poursuivant leur coopération et leurs échanges. Il a ajouté que l'un des objectifs de sa visite à Washington est de souligner l'importance que l'Égypte attache à la relation multiforme et très profonde qu'elle entretient avec les États-Unis et que son pays s'engage à travailler au renforcement de cette relation et à trouver de nombreux domaines de coopération. À l'issue de la réunion entre Blinken et Shoukry, le département d'État américain a indiqué que les deux parties avaient discuté de la stabilité régionale, de la coopération en matière de sécurité, ainsi que des prochaines étapes à franchir pour tirer parti du succès de la conférence ministérielle du Negev. Le porte-parole du ministère égyptien des Affaires étrangères a déclaré que durant son séjour à Washington, M. Shoukry a rencontré des représentants de la Chambre du commerce américaine pour discuter des relations économiques et commerciales entre les deux pays, de l'essor du développement global que connaît l'Égypte et de la participation des entreprises américaines aux efforts de développement durable en Égypte, notamment dans les secteurs des énergies propres et renouvelables. Ils ont également discuté de la conférence des Nations Unies sur le changement climatique, la COP27, qui doit se tenir à Sharm el-Sheikh en novembre prochain, et de l'importance du rôle du secteur privé pour relever les défis liés au changement climatique. L'ICESCO, Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, et le ministère égyptien de la Culture ont officiellement lancé dimanche 10 avril 2022 la festivité célébrant le Caire, capitale de la culture dans le monde islamique, lors d'une cérémonie organisée par le ministère en coordination avec l'ICESCO à l'amphithéâtre romain au nord du Caire. Un commentaire de Dalia Karam. L'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, ICESCO, et le ministère égyptien de la Culture ont officiellement lancé dimanche 10 avril 2022 la festivité célébrant le Caire, capitale de la culture dans le monde islamique, lors d'une cérémonie organisée par le ministère en coordination avec l'ICESCO à l'amphithéâtre romain au nord du Caire.
Cette festivité a vu la participation de responsables de haut niveau du gouvernement égyptien, d'ambassadeurs de pays arabes et étrangers accrédités auprès de la République arabe d'Égypte, de sénateurs et de députés, en plus de personnalités publiques, d'écrivains, de penseurs, d'artistes et du grand public. Le programme général de cette célébration, qui s'inscrit dans le cadre du programme de l'ICESCO des capitales de la culture dans le monde islamique, se poursuit tout au long de 2022 en raison de l'impossibilité de la célébration du Caire en 2020 à cause de la pandémie de Covid-19. Il comprend la mise en œuvre de 149 activités, dont notamment des sessions de formation, ateliers, compétitions, expositions et activités artistiques, avec la participation de tous les secteurs du ministère égyptien de la Culture et nombre d'organismes coopérants. Le programme de lancement des festivités s'est étalé à lui seul sur 4 jours et a compris entre autres une exposition intitulée Le Caire, capitale de la culture dans le monde islamique dans les documents égyptiens, un salon du livre, une exposition d'art plastique, en plus d'une exposition de calligraphie arabe. Au début de la célébration, Dr Salim Al-Malik, directeur général de l'ICESCO, a prononcé une allocution dans laquelle il s'est félicité de l'histoire du Caire, la ville aux 1000 minarets, ayant connu diverses civilisations successives et préservé son importance et son patrimoine. Il a également énuméré les sites patrimoniaux de cette ville ancestrale, dont notamment la mosquée Al-Azhar, la maison de l'opéra et la maison des livres, et rappelant également ses éminents écrivains, penseurs et artistes. Il a aussi salué les réalisations du Caire dans le cadre de la vision 2030 de l'Égypte menée par la Nouvelle République sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi et visant à réaliser les aspirations d'un peuple qui maîtrise l'art de vivre, qui saisit les opportunités et qui donne l'espoir à tous. De son côté, la ministre égyptienne de la Culture, Dr Inès Abdeltaïm, a initié son discours en remerciant l'ICESCO et son directeur général d'avoir attribué au Caire le titre de capitale de la culture dans le monde islamique, notant que cette ville est un symbole de la coexistence humaine et mérite d'être un phare de la culture, de la civilisation et du rayonnement à travers les âges. Elle a aussi énuméré les éléments du patrimoine matériel du Caire qui en font un incubateur unique de diversité culturelle. Et d'ajouter que la célébration marquera un nouveau départ pour le Caire en 2022 après une pandémie qui a touché le monde, d'autant plus qu'elle est une opportunité qui permettra à cette ville de diffuser sa culture et sa civilisation au monde entier à travers nombre d'activités culturelles et artistiques qui reflètent l'héritage civilisationnel et la richesse culturelle qui fait preuve de l'originalité du Caire. Le directeur général de l'ICESCO a remis par la suite à la ministre égyptienne de la Culture l'étendard du Caire, capitale de la culture dans le monde islamique. Pour sa part, la ministre lui a remis l'écusson de la célébration et un timbre postal commémoratif émis par la poste égyptienne à cette occasion. L'autorité générale pour la zone économique du canal de Suez, ou SC-Zone, a été établie par le décret présidentiel 330-2015 du 9 août 2015, 4 jours après l'inauguration du doublement partiel du canal de Suez de 72 km sur 193. Comme ce chantier, elle fait partie des méga-projets décidés par le président Abdel Fattah el-Sisi pour relancer le développement économique de l'Égypte. L'objectif ambitieux affiché par les autorités est de concentrer 30% de l'activité économique de l'Égypte, de générer 100 milliards de dollars par an de recettes annuelles pour l'État, de créer 1 million d'emplois nouveaux, d'accueillir 2 millions de nouveaux résidents pour devenir une des 7 plus grandes zones économiques mondiales de l'horizon 2035. Plus de détails dans ce commentaire signé Dalia Karam. La zone économique du canal de Suez doit compléter l'activité de l'autorité du canal de Suez afin que le canal ne soit plus uniquement une zone de transit, mais une zone d'activité économique en concurrence avec des acteurs bien établis comme Jebel Ali aux Émirats arabes unis et Tanger Med au Maroc, ainsi qu'avec de nouveaux projets comme King Abdullah Economic City en Arabie Saoudite. L'attrait principal de la zone économique du canal de Suez est sa localisation sur un axe maritime qui joint 3 continents et voit passer chaque année près de 10% du commerce mondial de marchandises, soit 18 000 navires par an en moyenne. En vertu des accords de libre-échange signés par l'Égypte, elle offre un accès préférentiel à près de 1,8 milliard de clients en Europe, en Asie, dans le monde arabe et en Afrique.
Afin de faciliter l'arrivée d'investisseurs étrangers, l'essentiel des procédures sont réalisées auprès du guichet unique de la zone économique du canal de Suez qui dispose également de prérogatives pour négocier en direct les exemptions de taxes et impositions ainsi que les garanties sur les prix de l'énergie pour les projets majeurs. Deux zones industrielles et portuaires au cœur du projet, Est Port Saïd et N'Sorna. En complément de ces deux zones industrielles spécialisées, Ouest Kantara pour l'agroalimentaire et Est Ismailia pour les technologies de l'information, de la communication et les services commerciaux sont également programmés. 4 ports doivent également être modernisés afin de se spécialiser. Ouest Port Saïd pour les activités de transport de main, Adabiya des terminaux vraquiers, Altor des terminaux vraquiers aussi et Al Arish pour la pêche et les industries lourdes. Enfin, le projet, plusieurs fois repoussé, de création d'un port sec dans la ville de Dir Ramadan, au nord-est du Caire, mais intégré à la zone économique du canal de Suez, qui doit permettre de créer un pivot logistique entre le nord du canal de Suez, au nord du Sinaï et la zone du Grand Caire. Le peuplement de la zone s'appuie sur les villes existantes sur la rive occidentale, Port Saïd avec 600 000 habitants, Ismaïlia avec 750 000 habitants et Suez avec 500 000 habitants et N'Sorna avec 45 000 habitants, doit également passer par la construction de 2 villes nouvelles sur la rive orientale du canal, Est Port Saïd et la nouvelle Ismaïlia, d'1 million d'habitants chacune à l'horizon 2030. La construction de logements et de bâtiments administratifs a déjà débuté à la nouvelle Ismaïlia. L'aménagement du territoire de la zone économique du canal de Suez reste un enjeu majeur de son développement, notamment pour la rive orientale. La construction de réseaux routiers, ferroviaires, électriques et d'approvisionnement en eau est nécessaire et programmée pour permettre l'avènement d'un écosystème d'affaires en dehors des grandes zones autonomes. La priorité a été accordée dans un premier temps au franchissement du canal avec l'ouverture de 4 tunnels routiers prévus pour 2019 dans les zones de Port Saïd et d'Ismaïlia en complément du pont routier d'Alcantara, jusqu'alors unique moyen de franchissement en dehors de la navigation. La société énergétique italienne Eni a annoncé mercredi dernier, le 13 avril, qu'elle avait réalisé 3 nouvelles découvertes de pétrole et de gaz dans le désert occidental égyptien. Un compte rendu. Le géant énergétique italien Eni a annoncé mercredi 13 avril la découverte en Égypte de nouveaux gisements de pétrole et de gaz correspondant à 8500 barils équivalent pétrole par jour. Ces gisements ont été découverts sur la concession de Meléa dans le désert occidental égyptien. La concession de Meléa héberge une grande partie des découvertes de pétrole et gaz réalisées dans le désert occidental égyptien ces dernières années. L'Italien Eni y avait découvert en octobre 2021 3 gisements de pétrole et de gaz naturel. Ces gisements découverts par Eni sur la concession de Meléa dans le désert occidental égyptien ont déjà été mis en production, a précisé le groupe italien dans un communiqué. Il a ajouté que d'autres opérations d'exploration étaient en cours sur la concession avec des perspectives prometteuses. Eni a également annoncé la signature au Caire d'un accord avec la société égyptienne Egaz visant à promouvoir la production et l'exportation de gaz égyptien en Europe et en particulier vers l'Italie dans le cadre de la transition vers une économie bas carbone. Les deux parties ont convenu de valoriser les réserves de gaz égyptiennes en augmentant les activités gazières exploitées conjointement et en identifiant les opportunités de maximiser la production de gaz à court terme. Dans le cadre de cet accord, il est aussi prévu qu'Eni optimise les campagnes d'exploration dans les blocs existants et dans les superficies nouvellement acquises dans les régions du delta du Nil, de la Méditerranée orientale et du désert occidental. Présent en Égypte depuis 1954, Eni est actuellement le principal producteur d'hydrocarbures du pays avec environ 360 000 barils équivalent pétrole par jour. La capitale de l'Égypte, le Caire, est une ville sensationnelle qui t'en fera vraiment voir de toutes les couleurs, et avec ses pyramides, ses mosquées, ses bazars et ses monuments, son sphinx et son parc géant. Tu partiras avec un bagage culturel inoubliable. Puisqu'il y a tellement de choses en Égypte, alors nous avons sélectionné les 6 principaux lieux que tu dois visiter au Caire pour t'assurer d'en avoir vu pour tous les goûts. Je vous assure que ces attractions feront de votre voyage un séjour vraiment hors du commun. Voyons ensemble.
Impossible de commencer cette liste de sites incontournables à visiter au Caire sans conteste par le point culminant de voyage en Égypte, les fameuses pyramides de Gizeh. Les pyramides sont la seule des 7 merveilles antiques originales au monde à être encore debout aujourd'hui. Elles remontent à plus de 2500 ans avant Jésus-Christ. Vous pouvez vous en approcher et étudier de plus près ces incroyables structures et vous pouvez même acheter un billet pour en visiter l'intérieur. Classées au patrimoine mondial de l'humanité, les pyramides de Gizeh sont un peu l'emblème de l'Égypte. Tu pourras y voir de nombreuses pyramides ainsi que l'imposant Sphinx. Le Sphinx de Gizeh, de 20 mètres de haut, est une icône de l'Égypte ancienne et fait l'objet d'un débat continu concernant sa signification, son âge et son constructeur d'origine. Avec la tête d'un humain et le corps d'un lion, le Sphinx, l'une des statues les plus grandes et les plus anciennes du monde, symboliserait la force, le pouvoir et la sagesse. Le musée du Caire, c'est l'autre lieu incontournable à visiter au Caire pour les amoureux de l'Égypte ancienne. Pièce maîtresse de la place Tahrir, le musée égyptien, musée des antiquités égyptiennes, est la mecque des égyptologues depuis son ouverture. C'est le plus grand musée en Égypte et il abrite 160 000 objets dans 107 salles. Ici, vous pouvez admirer des objets pharaoniques antiques qui remontent à 5000 années et voir des momies de près. Alors que certaines collections déménagent dans le nouveau grand musée égyptien, il reste un incontournable pour quiconque s'intéresse à l'Égypte ancienne. La tour du Caire. La tour du Caire est vraiment impressionnante avec son corps en tressage en osier et son sommet symbolisant une fleur de lotus. Tu pourras l'apercevoir d'un peu partout dans la ville et grimper jusqu'au sommet de la tour du Caire pour profiter d'une vue spectaculaire sur la ville. Du haut de ses 187 mètres, la tour dispose d'une plateforme d'observation et d'un restaurant tournant au sommet. La citadelle de Saladin. Cette imposante forteresse a été construite dans les années 1100 par Saladin et elle surplombe le Caire. C'est une vision assez impressionnante lorsqu'on est devant. Elle se trouve juste en face des mosquées perchées sur son promontoire. Et le Caire doit ce bijou de forteresse à Saladin, celui qui a libéré l'Égypte des croisades chrétiennes. L'enceinte contient 2 mosquées sublimes. Mohammed Ali est la plus récente et forcément plus raffinée dans son architecture. Et la mosquée Al-Nasr Mohammed ibn Qalaoun, d'influence mamelouk, est vieille de plus de 800 ans. La citadelle offre également des points de vue grandioses sur tout le Caire environnant. Le Nil, c'est sans équivoque la star du visite au Caire. Mesurant de 6680 km d'un bout à l'autre, le Nil est le plus long fleuve du monde. C'est aussi la pierre angulaire de l'Égypte, traversant le cœur du désert du Sahara et traversant des villes notamment Khartoum, Assouan, Luxor et le Caire avant de se jeter dans la mer Méditerranée à Alexandrie. Le souk Khan el-Khalili, c'est l'un des marchés les plus célèbres du Moyen-Orient et une visite incontournable lors de tout voyage dans la capitale égyptienne. Situé au cœur du Caire historique, Khan el-Khalili est un gigantesque marché en plein air. Symbole de la vieille cité, il s'agit du plus ancien souk de la ville. C'est donc l'endroit rêvé pour découvrir la vie de la communauté locale, mais aussi pour acheter des souvenirs de vacances. On y trouve tout l'artisanat égyptien, à savoir des petites statuettes de terre à l'effigie des dieux égyptiens, de la poterie, du verre soufflé, des tapis, de magnifiques lampes ou encore d'étonnants objets qui servent essentiellement au culte, mais aussi de la maroquinerie, des bijoux en or ou en argent, des vêtements et du linge de maison et bien d'autres encore. Une chose est sûre, un passage au Khan el-Khalili est une belle façon de clôturer votre séjour au Caire. Le musée Georg Andersen, surnommé aussi la maison des Crétois, est l'un des plus beaux sites du Caire. Construite depuis plus de 400 ans, cette maison historique fut habitée par plus d'une famille, dont une femme de Crète. Georg Andersen, un médecin officier britannique qui a vécu en Égypte, fut le dernier à s'installer dans cette maison où il rassembla des collections d'art antique obtenues de plusieurs pays. Avant sa mort, il fit don du bâtiment à l'Égypte avant d'être transformé en musée. Voyons ensemble.
un splendide petit musée reposant sur le mur nord et de la mosquée Ibn Tulun porte le nom de Geir Andersen. Dans ces salles, ces murs et ces admirables ameublements, nous découvrons la vie très agréable que menaient les familles musulmanes aisées au XVIe et XVIIe siècle. Avec beaucoup de goût et d'élégance, la décoration intérieure des mashrabiyeh et le mobilier reflètent l'influence ottomane riche. Beit al-Kratiliya, comme on le surnomme encore, se compose d'un rez-de-chaussée, 2 étages et une superbe terrasse en forme de cour à Mouchrabiyeh. L'intérêt de cette maison réside surtout dans son architecture. Ce ne sont que des paliers décalés, couloirs en chicane, galeries en surplomb sur la grande salle et sur l'ensemble. Le musée comporte 3 façades, chacune dotée d'une entrée. Les jardins étaient analogues, tous en forme de cour centrale carrée, entourée de porches ouverts. Ce plan est basé sur l'architecture traditionnelle du Caire ottoman, renfermant un salamlek, la place d'accueil, ou les salons des hommes, un haramlek, le domaine du harem, pour leur réception et interdit aux hommes, le cabinet secret d'où les femmes contemplaient les hommes, des mashrabiyeh, fenêtres à paravents en bois taillé, ainsi que des vestibules. Geir Andersen fut un major dans l'armée anglaise au début du XXe siècle, médecin et orientaliste renommé. Installé au Caire, il choisit pour résidence 2 maisons accolées. Ces 2 maisons sont particulièrement remarquables par leurs balcons de bois fermé qui jaillissent des murs. À l'extension nord-est de la mosquée Ibn Tulun se situe la porte principale de ce musée considéré depuis 1937 quand son propriétaire l'offrit aux antiquités égyptiennes comme l'annexe du musée d'art islamique. Geir Andersen, orientaliste passionné de l'art ottoman, restaura ses maisons et les meubla avec une collection impressionnante, de vraies œuvres d'art islamiques recueillies durant ses voyages dans tout le Moyen-Orient. Toutes les salles du pourtour contiennent des vitrines de verrerie. La dernière salle abrite quelques jolies boiseries, à incrustation de nacre et d'ivoire. Une magnifique collection de textiles, tapisseries, cuivreries, céramiques, incrustations subsistent dans les différentes salles, aussi bien que des objets d'art perse et turc, des meubles de différentes époques, partout des objets orientaux aussi rares et riches qu'anciens, un assemblage de pierres tombales et un bon nombre de peintures chinoises et européennes. L'art islamique est de grande beauté. Ce musée permet aux admirateurs de l'art arabo-musulman d'enrichir leurs connaissances loin, cette fois-ci, des lieux de culte, mais néanmoins dans une ancienne maison qui montre la vie quotidienne de cette période riche de l'histoire du pays. Mesdames et messieurs, fin de cette édition de notre programme L'Égypte à la une et également fin de la transmission en langue française qui reprend à 18h locale. Merci pour votre fidélité à Nile TV International. Bonne journée. Au revoir.